Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se parler d'un smartphone qui est très cool, qui a été présenté il y a quelques temps. Il est enfin temps de vous en parler. C'est ce modèle-là, c'est le Oppo Reno 4Z. Je vous ai parlé déjà du Oppo Reno 4 Pro. Je vous invite à aller voir ma vidéo. Je vous ai parlé du Oppo Reno 4. Et aujourd'hui, on parle du petit frère, le petit frère de la série, c'est le Model Z. Model Z, il est bien, il fait de jolies promesses. Alors les promesses, je vous ai tout noté sur un papier parce que j'aime bien connaître les promesses des marques pour voir derrière ce qu'il en est. Est-ce que les promesses sont tenues? Les promesses sont sur ma feuille. En promesse, on nous promet de la 5G, on nous promet un écran avec un taux de rafraîchissement de 100 Hz, donc de la fluidité et une très bonne expérience lorsque vous allez venir naviguer sur votre smartphone. On va regarder si c'est vrai. Et on nous promet également une double caméra de selfie. On va voir si elles sont intéressantes, on va voir si elles sont pertinentes. Puis surtout, on va regarder tout le reste, voir si ce smartphone est cool, s'il est fait pour vous. Et ça, on le fait juste après ça. Je me suis mis dehors. Dehors, il fait presque beau. Il fait 3 degrés. Si vous me voyez devenir bleu, vous inquiétez pas. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu, si vous connaissez la marque Oppo ou pas. C'est une marque qui se développe de plus en plus. C'est un très gros acteur. C'est un des plus gros acteurs aujourd'hui au niveau de la téléphonie mobile, au niveau du monde entier. Ils font partie d'un très gros groupe. Bon, je vous passe un petit peu l'histoire. On a eu notamment l'année dernière l'arrivée de flagship avec le Find X2 Pro. Il y a eu plein d'autres modèles également dans la gamme. Et puis est arrivé en deuxième partie d'année cette gamme Reno 4. Reno 4 vraiment axée sur la photo et surtout sur la vidéo. Alors le Reno 4Z, c'est le petit frère, donc il ira beaucoup moins loin que le Reno 4 Pro, qui vous permettra de faire des clichés très intéressants et d'aller beaucoup plus loin en termes de vidéo et notamment au niveau de la stabilisation. Une fois de plus, allez voir ma vidéo. Et celui-là, il est bien parce que ça vous permet de rentrer dans la gamme Reno 4 à un prix qui est beaucoup plus bas puisque le tarif ici est, j'ai rien appris par cœur, 379 € de base et vous pouvez le trouver à 329 €. Une fois de plus, vous avez les liens en bas dans la description. Regardez-moi ça comme c'est mignon. Un vrai petit miroir, on se voit dedans. Bon, de l'autre côté, ça c'est aussi une fois de plus quelque chose qu'on connaît, qu'on retrouve sur des smartphones dans cette gamme de prix. Donc rien de bien surprenant là-dessus. Vous avez un dos en polymère, c'est-à-dire on est ici sur un dos en plastique. Je trouve qu'il fait malgré tout son effet. Alors attention, ici, on le voit. On a les petites traces de doigts, on a les reflets, mais de toute façon, pensez à mettre une coque pour venir le protéger, pour éviter les déconvenus. Ce qui est sympa et que j'aime bien, c'est que vous avez des petits arrondis ici sur le côté. Donc en termes de prise en main, c'est bien, plutôt agréable. Les finitions sont plutôt bien faites de la part de Oppo là-dessus. Il n'est pas très lourd, hein, à peine 184 grammes. Et surtout, ce qui est sympa sur le côté, vous avez un bouton qui fait office de capteur d'empreinte digitale qui déverrouille très rapidement. Donc ça, c'est très bien. Ce qu'on va repérer tout de suite, et vous le voyez, c'est que vous avez ici un double module photo. On va regarder s'il est pertinent dans quelques instants. Et puis à l'arrière surtout, vous avez 4 petits objectifs. Une fois de plus, on va regarder la configuration un peu plus loin et je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Alors ce qui est sympa, c'est que vous avez quand même ici un très grand écran. On est sur un écran de 6,57 pouces, là c'est du LCD, on est sur une techno, c'est la LTPS, 2400 par 1000 pixels à 401 pixels par pouce. Rien de bien surprenant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le taux de rafraîchissement. Ici, Oppo nous annonce un taux de rafraîchissement qui peut aller jusqu'à du 120 Hz. Vous allez pouvoir le retrouver juste en dessous, ici, dans la fréquence d'actualisation. Par défaut, ce que je vous conseille, c'est de rester en sélection automatique. Comme ça, il viendra switcher automatiquement en fonction des besoins que vous allez pouvoir avoir. Ne vous mettez pas tout le temps en 120 Hz parce que vous allez venir consommer davantage au niveau de votre batterie, ni en 90. Après 60 si vous le souhaitez, c'est ce qu'il y a de plus classique. Et là, vous allez consommer le moins au niveau de votre batterie. Après, un autre point que je vous conseille de faire, c'est de venir réchauffer votre écran. Vous venez moduler la température de couleur. Moi, je l'ai mis sur plus chaud. Par défaut, moi, je le trouve un petit peu froid quand même. Il tire vraiment sur le bleu. C'est pas super. Sinon, vous avez un autre mode, c'est le confort des yeux. Là, on tire davantage sur le jaune, mais je trouve ça quand même beaucoup plus reposant et beaucoup plus agréable. Bon, pour ma part, ça va être ça et ça va être le mode plus chaud. Un ratio 29e et à l'avant, vous avez un verre Corning Gorilla Glass 3+. Et un écran qui est certifié lutter contre la lumière bleue. Ce que je vais venir reprocher au niveau du design du smartphone, eh bien, c'est ce grand module photo. Alors, je sais que Oppo n'est pas le premier à le faire, il y a d'autres marques qui le font, mais ce que je reproche, c'est que vous voyez, ça prend quand même beaucoup de place. Déjà que lorsque vous avez une toute petite bulle, ça prend de la place, tout de suite, c'est beaucoup plus proéminent. Je vous le montre sur une vidéo pour que vous puissiez vous en rendre compte. Regardez, ça prend quand même de la place sur le côté, et voyez, bon, voilà, je trouve ça un peu dommage. Alors, on finit par s'habituer, mais bon, malgré tout, c'est pas idéal. On est sur un smartphone qui est dans l'entrée du milieu de gamme, entre 300 à 400 €, donc on va pas s'attendre à avoir un smartphone qui fait des merveilles au niveau de l'expérience audio. Haut-parleur mono, parleur qui se situe juste en dessous, c'est un très grand classique là-dessus, hein. Vous allez retrouver également du Bluetooth 5.1 pour venir appairer vos casques sans fil, vos petits buds et notamment les écouteurs de Oppo. Et ce qui est conservé une fois de plus dans cette gamme de tarifs, c'est assez normal, c'est la prise jack qu'on va pouvoir retrouver sur le dessous. Par contre là où ça devient intéressant, c'est au niveau du processeur. Ici on va retrouver un processeur Mediatek, c'est le Dimensity
800. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un équivalent d'un Snapdragon 765. On est sur un processeur milieu de gamme qui fonctionne bien, qui est épaulé par 8 Go de RAM. C'est une techno qui fonctionne bien, c'est de la LPDDR4X et vous avez 128 Go de stockage en UFS 2.1, aussi très classique, qui marche très bien, mais ici non extensible. Vous n'allez pas pouvoir ajouter de stockage grâce à une carte micro SD. Une des grosses promesses qui est faite avec des smartphones d'entrée milieu de gamme, c'est la partie de l'autonomie avec des très grosses batteries. Alors on monte jusqu'à des batteries aujourd'hui de 5000 mAh, voire 6000 mAh chez certains fabricants. Ici, on a une batterie assez classique, c'est une batterie de 4000 mAh. Alors rassurez-vous, on a néanmoins de quoi faire. Un smartphone qui tiendra une journée et demie. Et si vous êtes extrêmement light, on peut pousser jusqu'à 2 jours, mais là vraiment, vous êtes vraiment relax. Et vous avez en plus, à l'intérieur de cette jolie boîte, je vais vous l'ouvrir comme ça, je vous montre tout en même temps. Vous avez, regardez, vous êtes dans les coulisses, vous voyez tout comme ça, un bloc de charge de 18 watts qui est inclus. C'est de la recharge rapide. Alors je ne sais pas si vous êtes coutumier de Oppo, pendant que je vous ouvre ça, je vous explique. Oppo, ce qu'ils ont, c'est de la VOOC Charge. C'est leur système de charge extrêmement rapide qui vous permet de recharger votre smartphone le plus vite possible. Ici, comme on est sur le tout petit frère de la gamme, eh bien on n'a pas de VOOC Charge, le mec qui n'arrive même plus à parler. On va avoir de la recharge classique, c'est de la 18 watts. On a un bloc de charge de 18 watts, donc il faudra un peu plus vous armer de patience, mais on est dans les standards actuels une fois de plus. Donc ici, rien de surprenant. Vous allez recharger de 0 à 30% en 37 minutes et de 0 à 100% en un peu moins de 2 heures. Faut-il le recharger à 100%? Je ne suis pas sûr. Pour moi, l'idéal, c'est de rester entre 20 à 80%. Et ça, je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo où je vous parle des bons usages par rapport à la batterie de votre smartphone et je vous invite à aller la voir. À noter ici que vous n'avez non plus pas de charge sans fil. Un point que j'aime beaucoup ici, c'est toute la partie logicielle. Vous tournez sur ColorOS 7.2 basé sur un Android 10. ColorOS, vous avez plein d'options, plein de tous les côtés. Ce que je vous conseille de faire, c'est de venir fouiller, de venir fouiner dans tous les paramètres pour venir trouver ce qui vous intéresse, que ce soit sur des outils pratiques, que ce soit sur les réglages de votre écran. Enfin, il y a pas mal de petites choses qui sont très intéressantes. Alors, plus vous allez avoir un smartphone haut de gamme chez Oppo, et plus vous aurez d'options. Mais déjà, comme ça, croyez-moi, vous avez de quoi faire. Espace de jeu, clonage d'appli si vous le souhaitez, toute la gestion de vos applis qui se situe juste ici. Enfin, vous voyez, c'est très complet, c'est bien. Et personnellement, j'aime beaucoup. Parlons maintenant de la partie photo. Ça, c'est un point qui est super intéressant. Quand vous prenez votre smartphone et que vous le regardez, vous voyez 4 capteurs à l'arrière, vous voyez 2 capteurs à l'avant, vous vous dites, ça y est, j'ai 6 caméras, c'est merveilleux, je pourrais faire plein de choses. Ça, c'est le discours marketing. La réalité est un petit peu autre. En fait, vous n'avez pas 6 caméras potentiellement intéressantes, vous en avez 2. Non, allez, je suis un peu méchant. Vous en avez 3. Vous n'avez pas moins de 4 capteurs à l'arrière. Le premier capteur qui va être intéressant, c'est votre capteur principal, c'est votre 48 mégapixels qui ouvre à f 1.7, c'est un équivalent de 25 mm. Ici, stabilisation électronique uniquement. Vous avez un ultra grand angle, c'est un 8 mégapixels qui ouvre à f 2.2 avec un champ de vision de 119 degrés, c'est un équivalent de 16 mm, stabilisation électronique également. Et puis vous avez 2 petits capteurs ici de 2 mégapixels. Le premier, c'est du monochrome pour le mode portrait pour faire vos noirs et blancs qui ouvre à f 2.4, ok. Et le deuxième qui est là également pour le mode portrait avec un effet vintage. Donc autant vous dire que sur les 4 que vous avez ici, en réalité, vous en avez 2 qui sont intéressants. Ça va être le capteur principal et ça va être votre ultra grand angle. Mais surtout votre capteur principal, votre 48 mégapixels qui permettra de venir zoomer en x2. Vous venez zoomer dans l'image sans trop de perte de qualité. Vous pouvez monter jusqu'en x5. Bon, voilà, une x10, ça pique carrément, mais ça, je vous montre le résultat dans quelques instants. Vous avez ici de la vidéo ultra stable. Vous pouvez filmer jusqu'en 4K à 30 images par seconde. On va donc se faire un bout de vidéo de test. Alors là, je suis sur la caméra de selfie. Et maintenant, on va se tester de l'autre côté. Là, on le fait avec une stabilisation un petit peu classique. C'est stabilisé, hein, c'est pas mal, hein, regardez. Et vous avez un mode ultra stabilisé, ça c'est l'ultra stabilité. Et c'est ouf parce que je vois vraiment le décalage à l'écran. Lorsque quelque chose apparaît, on voit vraiment le traitement logiciel derrière. Ça c'est assez impressionnant quand même, hein. Ça marche quand même plutôt pas mal. On revient sur la stable normale, on va dans un endroit un petit peu plus sombre. Faites voir, ce que ça dit, comme c'est tout mignon. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, comment vous trouvez, ça vous paraît bien ou pas? Je peux même venir un petit peu zoomer là. Bon là je suis pas sûr honnêtement, hein. Vous voyez, ça va être bruité. Oh là là, ça pique un petit peu les yeux, ça pique un peu les yeux. Et à l'avant ici, vous avez 2 caméras. Une première caméra, c'est votre caméra principale de selfie, c'est une 16 mégapixels qui ouvre à f 2.0. La deuxième, c'est une caméra de profondeur qui est là pour le mode portrait de 2 mégapixels qui ouvre à f 2.4. Une fois de plus là-dessus, la deuxième caméra pour moi ne sert vraiment pas à grand chose. On regarde le résultat dans quelques instants. Et vous pouvez venir faire en plus des vidéos ici en 1080p jusqu'à 30 images par seconde. Regardons un peu ce que disent ces photos. Là, on est sur le capteur principal. Ça marche très bien. 48 mégapixels. On s'en fiche à la limite du nombre de pixels, mais par contre, ce qui compte, c'est que ça marche bien. Vous voyez bien les nuages dans le ciel, vous voyez bien le bleu, vous voyez bien les zones qui seront normalement un peu plus foncées sur le bas. On voit bien toutes les parties plus éclairées. Il y a une très bonne gestion
de la lumière là-dessus, donc ça fonctionne bien. On n'est pas sur un des capteurs les plus dingues, mais je puis vous assurer que pour un smartphone à 350 €, à peu près en tout cas, il fait très bien son boulot. L'ultra grand angle est pas mal, n'est pas déformant, on perd en précision, on le voit ici au niveau du côté des bâtiments, on récupère un petit peu de bruit. Il faut savoir qu'ici vous n'avez absolument aucune stabilisation, donc si vous bougez un petit peu tout de suite, ça risque de se voir. On sera un peu moins bon au niveau de la gestion de la lumière, mais une fois de plus, là-dessus, ça sera du point de détail. Et vu qu'on est sur un ultra grand angle, c'est pas mal. On peut venir zoomer ensuite en x2, pourquoi pas, vu qu'on vient zoomer sur un capteur de 48 mégapixels, eh bien sur un x2, ça ira et l'image ne va pas se dégrader. Par contre, si vous passez en x5 tout de suite, c'est un peu moins bon. Et là, le x10, bon, bah voyez, on peut y aller, mais je vous le recommande vraiment pas. On continue ensuite avec un contre-jour. Eh bien, écoutez, je trouve que c'est vraiment bien. On voit bien tous les nuages autour du soleil. On voit bien le contour des bâtiments. On voit bien les façades. Il y a une très bonne gestion ici de toute votre plage dynamique. Les couleurs sont bien préservées. On a bien les teintes là sur la droite au niveau du bâtiment. Enfin, pour moi, c'est vraiment bien. Et ce capteur de 48 mégapixels est très bien intégré. Il marche très bien. Sur l'ultra grand angle, il a un peu plus de mal, mais malgré tout, regardez, on voit bien toute la façade. On voit bien tous les petits nuages à côté. Donc, le boulot est fait et quand même plutôt pas mal fait. On continue ensuite, là on vient se rapprocher avec le x2, c'est un peu moins bon hein, tout de suite, et le x5 on oublie. On continue ici, on a le soleil dans le dos, c'est très bon, on voit bien tous les détails dans les nuages. Une fois de plus, le 48 mégapixels marche très bien, l'ultra grand angle est bien, mais on voit la différence de colorimétrie. Regardez le ciel, là on a un bleu un peu plus foncé, là on a un bleu un peu plus pastel, et pareil, là on voit un peu plus le gris foncé sur le bâtiment, et on le perd de l'autre côté. Donc il y a une différence de colorimétrie entre l'ultra grand angle et le capteur principal, mais là-dessus c'est une fois de plus normal. En x2 c'est très bien, ça lisse un peu, on le voit, hein, c'est pas complètement dingue, mais c'est quand même malgré tout bien. Le x5 on oublie et le x10, bon, ils sortent de se marrer. Vous voyez une fois de plus, 48 mégapixels ça marche, l'ultra grand angle à peu près, le x2 why not, mais on commence effectivement à voir qu'il y a toute une partie qui va être un peu plus lissée ici, ce qui n'est pas anormal, hein, c'est tout le traitement logiciel qu'on va retrouver de ce côté-là. Le x5 compliqué, le x10 c'est rigolo, mais on oublie. Là j'ai posté une photo en condition de faible luminosité en mode nuit. Alors vous voyez, comme vous n'avez absolument aucune stabilisation, eh bien ça devient imprécis, vous allez le vérifier un petit peu plus loin. Alors là c'est moi avec le mode nuit, il n'y a aucune stabilisation, ça vient me faire un espèce de lissage, c'est vraiment pas terrible. Il y avait un peu moins de lumière mais il faisait pas de nuit. Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que la photo de nuit, ça va vraiment pas être terrible. Une fois de plus, faible luminosité, regardez là le rendu, c'est vraiment pas beau du tout. Là on se fait le mode portrait. Alors le mode portrait, il a un petit peu de mal quand même, j'ai une tête de cadavre hein, là-dessus, déjà on le voit. On voit que la gestion des couleurs est pas terrible, mais là on est sur un capteur 2 mégapixels, donc rien n'est anormal, c'est vraiment pas terrible. Il a du mal sur le côté, c'est vraiment pas beau du tout. Deuxième essai là, c'est pareil, c'est une espèce de teint cireux qui est vraiment horrible. On continue ici, une fois de plus, ouais, c'est pas ouf. Il arrive mieux à détourer, mais c'est pas extraordinaire. Là, il a un peu de mal derrière l'oreille. On continue avec le mode portrait en noir et blanc. Ouais, à la limite, j'ai un peu moins de cernes là-dessus, c'est un peu moins pire. Et là, on vient pousser sur des effets avec une colorimétrie dessus. Ça vient booster un peu les couleurs, mais il y a un côté fake, il y a un côté lisse. J'ai un teint qui est malgré tout un peu terne et voilà, c'est pas extraordinaire. Et là, on est sur la caméra de selfie. Alors, cette caméra de selfie, eh bien, vous voyez, la qualité n'est pas complètement dingue. Il a un petit peu de mal au niveau des plages dynamiques. La couleur n'est pas extraordinaire. Moi, je suis pas très fan. Et là, je vous ai fait le mode portrait avec la caméra de selfie. Vous voyez, moi, c'est pareil. Je n'aime pas particulièrement. Et lorsqu'on vient complexifier, eh bien, vous voyez, voilà, le détourage au niveau des doigts est pas ouf. Il a un petit peu de mal. Rien d'aberrant. N'oublions pas que nous sommes sur une caméra de selfie. Un smartphone qui bien évidemment a de la 5G, ça fait partie des promesses. Aujourd'hui, la 5G est arrivée, donc vous pouvez souscrire à un abonnement 5G. D'ailleurs, dites-moi, vous, est-ce que vous avez pris un abonnement 5G et est-ce que vous pensez qu'en 2021, vous allez prendre un abonnement 5G? Marquez-le moi en bas en commentaire. Ici, vous pouvez donc insérer deux cartes SIM. Vous pouvez avoir de la 5G très facilement. Vous avez en plus du NFC pour le paiement dématérialisé. Par contre ici, pas de certification IP. Néanmoins, Oppo nous assure que notre smartphone va être résistant à la poussière et aux éclaboussures. Donc si vous vous baladez dans la rue et qu'il commence à pleuvoir, vous n'avez pas besoin de le cacher sous votre veste, ça devrait quand même plutôt bien se passer. Personnellement, c'est un smartphone que j'aime bien, je le trouve assez intéressant. Je trouve que Oppo a bien bossé, bien réussi son smartphone, surtout la partie photo qui est la partie qui va m'intéresser le plus. Que je trouve bien réussi au niveau du capteur principal, l'ultra grand angle, pourquoi pas sur certains usages en extérieur quand il fait vraiment beau. La caméra de selfie, on peut, mais au-delà de ça, bon, on est un peu limité. Le fait d'avoir une vidéo super stabilisée, ça c'est aussi un atout, mais je suis pas sûr que si on veuille un smartphone pour faire de la vidéo, eh bien qu'on aille sur le Reno 4Z. Je trouve aussi l'expérience avec le taux de rafraîchissement 120 Hz plutôt bien. C'est pas là où on aura la meilleure expérience pour le gaming, mais une fois de plus, on est sur un smartphone à 379 € qu'on peut trouver à 329 €. Donc voilà, il faut bien resituer, il faut raison garder par rapport à ça. L'expérience globale
est plutôt convenable. Le smartphone fonctionne bien, il est rapide, il est réactif, vous avez une belle capacité de stockage. Donc si vous cherchez un très joli smartphone, aux alentours de 379, 329 euros, et 350 euros, on va se le mettre dans cette gamme de prix-là, et bien à mon avis, le Reno 4Z peut vraiment être fait pour vous, d'autant plus que Oppo maîtrise vraiment bien sa copie au niveau de la photo, et là-dessus, c'est un très bel atout. D'autant plus que c'est très compliqué dans cette gamme de prix parce que vous avez beaucoup d'acteurs, de très gros acteurs, des acteurs majeurs. Donc je trouve ça bien que Oppo soit positionné avec un smartphone que je trouve en tout cas bien réussi, bien fini, beau, sympa, qui a forcément quelques faiblesses, mais à 379, 329 euros, on ne peut pas tout avoir. À vous de me dire vous ce que vous en pensez en bas en commentaire. Comment vous le trouvez ce smartphone? Est-ce qu'il pourrait vous tenter? Est-ce qu'il pourrait vous intéresser? Est-ce que vous avez déjà eu un smartphone de Oppo? Et est-ce que celui-là, le Oppo Reno 4Z, pourrait vous tenter? Marquez-moi tout ça en bas en commentaire. Quand on se retrouve très vite pour continuer à parler tech. Du bisou, de l'amour, du love et à très vite. Ciao.